Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. On va parler de sport ce soir et plus précisément de la carrière des sportifs de haut niveau, fractures, entorses, blessures, complications diverses. Les grands champions semblent parfois soumis à une sorte de date de péremption. Alors qu'est-ce qui explique que les organismes soient soumis à si rude épreuve? Peut-on rester un bon compétiteur quand on a dépassé la trentaine? Quel est aussi le rôle du staff médical qui entoure ces sportifs de haut niveau? Et y a-t-il des sports plus dangereux ou moins dangereux que les autres? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre avec nous, comme chaque soir, deux invités. Gilles Goudgebur, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef des magazines Sport et Vie et Zatopek Magazine. On va voir d'ailleurs une couverture de Sport et Vie. Qu'est-ce qu'il y a la une? C'est tous les 2 mois, hein, Sport et Vie. Ouais, tous les 2 mois, oui. Donc ce sont des magazines de sport, mais il n'y a pas d'actualité sportive. C'est chaque fois des thèmes sur la relation entre le sport et la société. Donc la médecine, la recherche, la physiologie, toutes les matières finalement peuvent être reliées au sport. Voilà, et donc c'est tous les 2 mois, et cette fois-ci le numéro parle notamment de la fatigue à l'entraînement. C'est pas très loin de notre sujet. Tom Feignan, bonsoir. Vous êtes kiné et vous exercez notamment au centre sportif Mounier, et votre spécialité ce sont les problèmes musculo-squelettiques et toutes les pathologies sportives. On est en plein dans le cœur du sujet. On va commencer ce débat évidemment par Eden Hazard qui a annoncé son arrêt de la compétition, capitaine des Diables Rouges, 32 ans seulement. Étonné ou pas étonné, Gilles Goudgebur? Pas étonné compte tenu de sa longévité. N'oubliez pas qu'il a commencé en équipe première à Lille, il avait 16 ans. Là, il a 32 ans, ça lui fait quand même une carrière de 16 ans. C'est beaucoup plus que la moyenne, par exemple, des carrières professionnelles des footballeurs en France. Ça a été calculé et c'est entre 4 et 6 ans, la moyenne. Hein. Donc beaucoup font une saison et puis arrêtent leur parcours. Mais il a quand même eu plus d'une dizaine de blessures. Est-ce qu'on a raison de faire le lien entre les blessures à répétition qui ont notamment handicapé sa fin de carrière au Real de Madrid, hein, où il n'a pas souvent joué, et son état de forme physique? Il y a un lien direct ou c'est autre chose qui se passe plutôt au niveau du mental? En tout cas, on a souvent le même profil. C'est des types qui ne sont jamais blessés. Eden Hazard a fait toutes ses premières années en essuyant les tacles les plus féroces qu'on puisse trouver dans le championnat anglais, et il s'en sortait toujours comme par miracle. Et c'est un peu la même histoire que pour Vincent Kompany. Vincent Kompany aussi a été défini comme quelqu'un d'increvable, jusqu'au moment où, effectivement, à ce moment-là, c'est l'enchaînement. Donc c'est comme si le corps avait la capacité de surmonter un certain nombre de traumatismes, mais qu'à un moment, l'addition est trop salée. Voilà, et donc c'est stop à un moment. Ouais. Je me tourne vers vous, Tom Feignan. 32 ans pour un sportif, c'est déjà un âge avancé. On parle des sportifs de haut niveau, hein, pas des sportifs du dimanche. Oui, c'est déjà un âge avancé compte tenu de l'intensité des matchs qui en plus ne cesse d'augmenter ces dernières années, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports. C'est de plus en plus difficile à partir d'un certain âge d'assumer toutes ces contraintes-là. Ouais. Ouais. J'ai jeté un petit coup d'œil au dossier médical d'Eden Hazard sur les 2 dernières années, ou sur la dernière année. Blessure à l'ischio. Ce qu'on appelle l'ischio, c'est la cuisse? C'est derrière la cuisse. Ouais. C'est derrière la cuisse. Ouais. Problème musculaire. Fissure du péroné. Péroné, c'est la jambe. Ouais. Le tibia? Juste à côté. Juste à côté du tibia. Blessure à la malléole. Ça, c'est la cheville. La cheville. Ça, c'est la cheville. Et irritation du tendon rotulien. Ouais. Juste en dessous du genou. Là, c'est le genou. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas une fragilité localisée. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'organisme, en tout cas l'ensemble de tout ce qui va se situer au niveau de la jambe qui va être fragilisé dans le cas d'Eden Hazard? Ça dépend souvent de beaucoup de paramètres quand même. Donc là, ce sont des blessures quand même très différentes. Hein. Une lésion aux ischio-jambiers, c'est très fréquent chez les footballeurs. Je pense que c'est la blessure la plus fréquente chez les footballeurs, compte tenu qu'il y a beaucoup de sprints dans le football. Des blessures à la cheville, c'est quand même très différent. Donc c'est sûrement multifactoriel entre l'intensité des matchs, la préparation mentale. On peut même mettre en compte l'alimentation, le sommeil, le repos. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte là. Ouais, vous confirmez, l'alimentation, le repos, le rythme de vie qu'on a, ça a un impact sur sa condition physique et sa résistance au stress de la compétition? En tout cas, pour l'alimentation, ce n'était pas l'exemple à suivre parce que tout le monde le sait, mais il était addict au hamburger. Oui. Et donc, il paraît que quand il jouait à Chelsea, il y avait ordre pour les vendeurs de hamburgers de ne plus en vendre à Eden Hazard qui en prenait systématiquement après les matchs. Donc oui, ce n'est pas l'exemple de la personne la plus pointilleuse pour tout ce qui concerne le mode de vie.
par opposition à d'autres super joueurs comme Ronaldo, par exemple. Ouais, ça va même plus loin que ça. On sait que Eden Hazard, il s'en cachait pas, il n'était pas très regardant sur sa condition physique, il fréquentait pas beaucoup la salle de musculation. Pas du tout, oui. Il estimait que son talent, qui était réel, pouvait lui permettre d'être un petit peu au-dessus de tout ça. Il arrivait en surpoids à la reprise de chaque saison. Ça peut expliquer après les blessures. Je schématise, mais vous me dites si j'ai tort ou pas. Si je suis un peu en surpoids, ça veut dire que déjà je fatigue un peu mon organisme? Écoutez, pour Eden Hazard, c'est vraiment un cas d'école parce que c'était un type surdoué, pas simplement dans le foot, pour tout ce qu'il faisait. On avait interviewé son père dans une série sur les parents des grands champions. Il disait que la première fois qu'il a été à la piscine, il savait nager. La première fois qu'il a été sur le terrain de foot, il savait jouer. Donc c'était quelqu'un qui avait tout en lui dès le départ. Il n'avait pas besoin de travailler. Un peu comme ces enfants surdoués qui n'ont pas besoin de travailler pour réussir à l'école. Et donc, bien entendu, ça ne pousse pas à être un stakhanoviste de l'entraînement. Et par rapport à son frère, par exemple, Thorgan, qui était moins doué, Thorgan a beaucoup plus travaillé. Il était en bien meilleure forme physique que son frère. Donc l'un avait le talent et l'autre avait le travail. Ouais, Tom Feilang, c'est quel type de sportif que vous allez soigner, vous, dans votre pratique professionnelle? Est-ce qu'il y a des footballeurs? Est-ce que c'est plutôt d'autres disciplines? Est-ce qu'il y a des gens de très haut niveau? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Il y a beaucoup de sportifs, on a beaucoup de coureurs à pied, on a quand même pas mal de footballeurs. Et en fait, au Centre Monet, il y a beaucoup de sports qui sont proposés, du tennis, du badminton, des sports de combat, du volley, du handball, donc beaucoup de choses. On a beaucoup de coureurs à pied quand même, et footballeurs. Est-ce qu'à chaque sport, c'est sa pathologie? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Non, un peu. Pas sa pathologie, plutôt ses pathologies. Mais au niveau du football, les blessures aux ischio-jambiers et à la cheville sont très fréquentes, sont extrêmement majoritaires. Ouais. La cheville, ça veut dire quoi? C'est un choc, c'est un tacle d'un adversaire? Pas forcément, c'est une entorse. Donc c'est la cheville qui tourne, ça peut être tout seul. C'est même assez souvent tout seul et ça peut être suite à un tacle ou suite à une opposition face à quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'on demande au kiné dans ce cas-là? C'est la rééducation après une période de repos? Oui, on va même réduire cette période de repos au maximum si on a évité toute complication type fracture et arrachement osseux. Et l'idée, c'est de revenir, on va dire, le plus vite possible, mais en étant sûr qu'il n'y ait pas de récidive. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit quand même pas aller trop vite? Disons qu'il y a des étapes. Avant de reprendre, si on prend l'exemple du football, le match, ça va être notre dernière étape. Avant le match, ça va être l'entraînement avec opposition. Avant l'entraînement avec opposition, ça va être la course, ça va être les appuis. Et avant ça, ça va être le travail sur un pied. Donc il y a pas mal d'étapes à valider. Une fois qu'elles sont toutes validées, on est OK pour reprendre. Ouais. C'est le kiné qui décide de ça ou c'est un kiné plus un médecin? Comment ça se passe? En général, c'est le kiné qui donne son feu vert puisqu'il a un suivi plus régulier, 1 à 2 fois par semaine avec le patient. En général, c'est le kiné. Gilles Goudkober, quand on parle du niveau d'Eden Hazard ou de Vincent Kompany, on en reviendra tout à l'heure, ou enfin ces grands sportifs professionnels, là, c'est pas que le kiné, il y a un staff médical dans chacun des grands clubs, évidemment. Pas seulement médical, même psychologique, parce que dans les paramètres qui peuvent déterminer une entorse, il y a aussi le mental. C'est très bizarre, j'ai un souvenir en tête, c'était Jan Vertonghen à l'Euro, qui réceptionne une balle tout seul sur un terrain parfaitement plat, comme il l'a déjà fait des dizaines de milliers de fois dans sa carrière. Et c'est juste avant le match de la demi-finale contre le Pays de Galles qu'on perd. Et c'est juste avant ce match-là, et on doit supposer que le stress, en tout cas, fait qu'il s'occasionne une entorse tout seul en réceptionnant un ballon anodin. Ouais, je vous lis quand même ce qu'a dit Eden Hazard la semaine dernière, parce qu'il a écrit plutôt. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, etc. C'est lui qui décide. C'est vraiment lui qui décide ou c'est son corps qui ne veut plus? Comment est-ce que vous analysez sa décision? Pour Eden Hazard, comme ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est bien né, c'est quelqu'un qui est naturellement jovial et équilibré, j'imagine que c'est lui qui l'aura décidé. Ce qu'il faudra qu'il fasse, c'est de ne pas arrêter le sport. C'est-à-dire arrêter sa carrière professionnelle, c'est une chose, mais qu'il continue à jouer. Là, pour ça, je lui donnerai l'exemple de Michel Platini, qui a arrêté aussi à 32 ans, le même âge, mais qui a continué à jouer. Et d'ailleurs, il avait une très jolie expression. Il dit « je continue à jouer au football sur des terrains de plus en plus grands avec des ballons de plus en plus lourds. » Oui. C'est magnifique. Oui. Et pourquoi il faut qu'il continue à jouer? Mais pour ne pas prendre du poids, pour garder le moral, pour tous les bienfaits du sport. Pour ne pas avoir la silhouette de Maradona. Mais de Maradona, d'une certaine époque, oui. Ouais. Et ils sont très nombreux dans le cas, à l'arrêt de la carrière, où ils ont des semaines à 20, 25 heures d'activité physique, et puis d'un seul coup, ils tombent à rien. Alors forcément, mais pour un compétiteur, on a fait des Coupes du Monde,
on a fait des Coupes d'Europe, on a joué dans un des plus grands clubs d'Europe. Ça a encore du sens de se retrouver à jouer le dimanche pour le plaisir ou dans des matchs de gala ou des choses de ce genre-là? Oui, ou de changer de sport, mais en tout cas de retrouver de l'activité physique. On ne peut pas passer du tout au rien en quelques semaines. Tom Feignan, vous confirmez, c'est important de continuer à avoir un minimum d'activité une fois qu'on a été au plus haut niveau? Il faudrait que ça en ait de l'importance. Le sport est important pour la santé, on ne cesse de le démontrer, donc oui, il faut essayer de garder un attrait pour le sport. Que ce soit le même, que ce soit un autre, c'est important, Alors on a parlé de Vincent Kompany, je voudrais qu'on y revienne, parce que bon, on sait que pour Eden Hazard, il y a à la fois le problème de la blessure et à la fois la difficulté à trouver sa place dans un grand club comme dans le Real de Madrid. Pour Vincent Kompany, c'est différent. Il a été très souvent blessé, et si je ne me dis pas de bêtises, c'était quand même très souvent une blessure à la cheville, au mollet, qui revenait. On l'a appelé l'homme de verre, donc c'était un petit peu méchant. Mais ça existe comme ça. Il y a d'autres cas de sportifs qui sont très régulièrement blessés au même endroit? Ah bah oui, il y en a pour qui c'est célèbre. Il y avait Gourcuff en France qui était celui qui était le plus souvent blessé. Mais ce qui est curieux pour Kompany, c'est qu'on avait dit exactement l'inverse en début de carrière. Il y a une image de lui, c'était lors d'un match de l'équipe nationale où il a joué avec le nez cassé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça date d'il y a quelques années. Et donc il avait posté sa photo avec son nez de travers en disant tout de même tout ce qu'on fait pour notre équipe nationale. Et donc ça veut dire qu'il continue à jouer dans des conditions où tout le monde aurait arrêté. Donc c'est pour dire qu'il était très loin dans la douleur, très loin dans l'abnégation et qu'il l'a payé par après. J'ai une fragilité. Est-ce que cette fragilité, elle peut revenir régulièrement? C'est-à-dire que je peux avoir par exemple un problème à la cheville, vous me soignez, je remonte sur un terrain, et puis un mois après, c'est reparti, c'est la même cheville. C'est la loi des séries ou il y a quelque chose de plus profond là-dedans? C'est possible. Il y a quand même, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs. Et il y a aussi l'idée qu'il y a quand même une grosse pression mise sur les joueurs et mise sur les staffs pour que les joueurs reprennent le plus vite possible. Donc il y a une question de pression sportive, pour ne pas dire parfois pression commerciale derrière. Forcément, les joueurs coûtent cher et les staffs et les dirigeants de club veulent que les joueurs jouent. Donc il y a aussi une pression vis-à-vis de ça. On veut que les joueurs reviennent au plus vite. Et parfois, ça peut être limite. Comment on fait pour soigner des bobos à répétition? Il y a un an ou deux, on parlait beaucoup de cryothérapie, le fait de se soigner par des températures extrêmement froides. Ça marche pas? C'est toujours la mode dans le milieu sportif ou pas? C'est moins la mode que ça l'a été. Il y a quand même souvent des courants de mode avec des choses qui arrivent. Il y a eu des ventouses, il y a eu la cryo, il y a pas mal de choses. Maintenant, il faut accepter que parfois, il faut du temps aussi. Quand on se met une blessure, que ce soit à la cheville, aux ischios, un ligament croisé, tout ça, ça demande du temps. Et parfois, il faut aussi respecter ce temps de revalidation. Ça veut dire qu'il y a des sportifs qui n'ont pas assez de patience. Ou des staffs derrière eux. Un environnement qui n'a peut-être pas assez de patience. La cryothérapie, comment ça marche? Si on met ma cheville à moins 110, moins 140 degrés, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Pourquoi est-ce que c'est intéressant ou pas? Physiologiquement, on va réduire une inflammation. Voilà, donc tous les symptômes inflammatoires, le gonflement, la rougeur, la chaleur, le fait que ça fasse mal. C'est intéressant, ça a aussi ses limites parce que l'inflammation, elle est aussi importante pour cicatriser. Si j'ai pas les moyens de faire de la cryothérapie, j'y mets un bloc de glace comme on faisait autrefois sur ma cheville endolorie, ça marche aussi? C'est de moins en moins indiqué, mais pourquoi pas? Pourquoi c'est pas indiqué? Pareil, ça va réduire les symptômes inflammatoires et on sait que l'inflammation elle est indispensable pour permettre une phase de cicatrisation derrière. Donc tout ça, on est un peu en train de le remettre en question. Il y a eu des modes comme ça dans les manières de soigner les sportifs, Jules Goetgeber? Oui, bien sûr, oui. Puis la cryothérapie, c'est marrant parce que donc il y avait la cryothérapie de l'articulation, mais c'était le corps entier aussi. Donc on se retrouvait dans une sorte de sarcophage avec juste la tête qui dépassait et le corps qui était à moins 130, moins 140 degrés. Je sais, moins de 180, c'est des choses qui sont difficiles à concevoir. Alors, on parle de problèmes musculaires, de problèmes squelettiques. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant aussi au niveau de performance et parfois aux contre-performances. Quand on regarde un garçon comme Remco Evenepoel, cycliste, il peut surclasser ses adversaires un jour. On a vu ça pendant le Tour de France ou pendant la Vuelta, le Tour d'Espagne. Et puis le surlendemain, il a un jour sans ou le lendemain. Et donc, il y a un jour où il est extrêmement brillant et un autre jour où il peut perdre 15 ou 20 minutes au classement général. C'est quoi ça? C'est une question d'énergie? Il n'y a pas que les articulations et les douleurs musculaires, il y a aussi la capacité à délivrer de l'énergie? Bien sûr, parce que Evenepoel, c'est quand même un profil particulier. Il prend presque jamais le départ juste pour faire des kilomètres. Donc ses adversaires, prenons Mathieu Van Der Poel. Très souvent, Mathieu Van Der Poel fait une épreuve sans se montrer, juste pour emmagasiner les kilomètres et pour se remettre en forme. Donc c'est dans une optique de prestation prochaine.
Evenepoel, non. Pratiquement à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Il a un peu le profil de Merckx. Je sais qu'il ne faut pas faire trop de rapprochement entre les générations, mais Merckx était comme ça aussi. Il fallait qu'il gagne à tous les prix. Et donc Remco, c'est ça. Et ça, c'est épuisant. Donc il n'y a jamais un jour de sa vie où on se repose et on se dit je souffle un peu, je reporte mes ambitions à plus tard. Non, lui, il est tout le temps sur la brèche. Et de ce fait-là, je comprends qu'il puisse être émotionnellement vidé. Ouais. Comment on fait pour être... Parce que donc, ça veut dire qu'on doit être quand même quasiment tout le temps au top, en tout cas quasiment tout le temps dans un très haut niveau de forme. C'est quoi? C'est de la préparation long terme, c'est de l'alimentation, c'est je dois me préparer pendant 6 mois pour être très en forme pendant le mois de compétition. Comment ils fonctionnent? Comment ils vivent ces sportifs-là? D'abord, il y a une très grosse part de talent, donc il faut avoir les bons gènes. Il faut bien choisir ses parents, disait Astrand, un grand physiologiste suédois. Et donc, pour Remco Evenepoel, oui, il a très bien choisi, il est surdoué. Et après, il y a le travail et le mode de vie. Et là, il faut se rendre compte de ce que c'est que la vie de ces champions de très haut niveau, dans le cyclisme surtout. C'est une vie de moine. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en privation alimentaire. Ouais. Il faut surveiller le poids, donc ils se restreignent tout le temps. Donc, du blanc de poulet, des pâtes et des compléments alimentaires, très souvent, je caricature. Non, c'est tout à fait ça. Et très souvent, Remco Evenepoel fait de la publicité pour des pizzas, mais je peux vous dire qu'il n'en mange pas très souvent. Donc ça, c'est la première chose. On est tout le temps en restriction alimentaire. Et alors, pire, il y a restriction d'oxygène. C'est beaucoup moins connu, mais beaucoup de ces coureurs ont des systèmes chez eux pour réduire la part d'oxygène dans l'air de la chambre où ils dorment, par exemple, de façon à produire plus de PO et plus de globules rouges. C'est un peu technique, mais donc ils sont en privation d'aliments et en privation d'oxygène. Vous vous rendez compte? Il y a peu de prisons sur Terre. Si, il y en a une au Pérou, à 4000 mètres d'altitude, mais il y a peu de prisons sur Terre qui réservent un sort. Et ça leur permet d'avoir justement ce petit boost supplémentaire au moment où ils doivent produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils produisent une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, qui à son tour produit des globules rouges dont ils vont profiter à l'effort. Voilà, donc c'était notamment ce qui avait basé le scandale Festina, pour que ceux qui s'en rappellent, mais là c'est de manière naturelle, c'est pas avec l'aide d'un produit dopant. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus exigeants et d'autres sports qui sont plus dangereux que d'autres, Tom Feignant? Dans les sports plus dangereux, en général, on cite souvent les sports de pivot-appui. Donc, le rugby, le football. Pivot-appui, ça veut dire quand je suis sur mes jambes et que je dois changer de direction. C'est ça, des changements de direction et des changements de rythme avec haute vitesse. Et comme on sait que les sports, donc football, rugby, handball, basketball, principalement ces sports-là, football américain, et ce sont des sports où les joueurs courent de plus en plus vite, sont de plus en plus lourds, et ont des contraintes mécaniques et biomécaniques énormes et qui produisent pas mal de blessures, beaucoup de blessures aux membres inférieurs du fait de cela. Donc ces sports-là sont principalement à risque, on va dire. Ouais, on a le sentiment qu'il y a plus de blessés chez les footballeurs que chez les rugbyman, ou c'est une impression fausse? C'est différent. Chez les footballeurs, il y a énormément de blessures musculaires, de lésions, on a dit, aux ischio-jambiers. C'est énorme. Il y en a plus que dans le rugby. Il y en a même énormément plus. Il y a beaucoup d'entorses de cheville. Au rugby, les blessures sont différentes. C'est beaucoup des blessures de choc et de contact, et elles sont même souvent plus sévères. Ouais. Hockey, tennis, sport qu'on pratique quand même aussi beaucoup en jambe bruxelloise. C'est des blessures différentes. Là, ça va plutôt être le tennis elbow ou le problème du poignet. Tennis elbow, mais même pas tant que ça, mais si. Et problème de hanche et de dos aussi, pas mal. Avec aussi les entorses de cheville, qui restent des classiques de tous les sports. Ouais. Gilles Gruber, vous qui suivez tous les sports toute l'année, il y a un sport que vous ne pratiquerez jamais, vous dites ça c'est trop dangereux? Non, de ce point de vue-là, non. Non, le plus dangereux, vous savez, c'est ne pas faire de sport. C'est là où on risque vraiment gros, parce que le sport bénéficie formidablement à tout, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil osseux, etc. Effectivement, il y a des risques liés à la pratique sportive, mais les risques les plus importants, c'est d'être sédentaire. Ouais, je me retourne vers le kiné. Avant une grande compétition sportive, on doit passer par le kiné avant? Vous faites partie de la préparation et de l'échauffement, c'est pas que pour les bobos après? Si on parle des équipes professionnelles, elles ont normalement tout un staff de préparation physique. C'est plutôt un préparateur physique en général. Il y a souvent un staff, donc il peut y avoir un kiné qui est inclus dans la préparation physique. Pour les professionnels, oui, il y a toute une période de prépa à la musculation, de cardio, qui est assez énorme. Oui. Ouais, mais aussi pour les articulations et les problèmes musculaires, où on voit ça en prévention. En prévention, si. En prévention de grande compétition, oui, il y en a forcément. Tout ce qu'on dit là pour le sport de haut niveau, est-ce qu'on peut en tirer aussi des conclusions ou des conseils pour les sportifs amateurs que nous pouvons peut-être être?
Disons que ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de leur exemple. Ouais. C'est magnifique de voir jouer. Donc ça veut dire que moi, je ne dois pas m'arrêter de courir à 35 ans. C'est non, déjà trop sûrement tard, pas. Et on peut être admiratif de la façon de jouer d'un Federer à son époque ou aujourd'hui de Tsitsipas. Mais Federer, c'est intéressant parce qu'en préparant cette émission, j'ai lu une déclaration de lui où il avait expliqué qu'avec l'âge, il avait adapté son entraînement et qu'il avait diminué le nombre d'heures qu'il passait à s'entraîner chaque semaine une fois que il était avancé un petit peu dans l'âge. En fait, il y a beaucoup de choses qui déclinent avec l'âge. Donc la fréquence cardiaque maximale, la typologie musculaire, la production d'hormones. Donc il y a un tas de choses qui expliquent pourquoi est-ce qu'on est moins performant à partir de très tôt, à partir de 25-30 ans. Allez, on va dire 30 ans, on commence à décliner au plan purement physiologique. Mais on compense, heureusement d'ailleurs. Et donc on arrive par l'expérience, par le placement, par la maîtrise de soi, par la psychologie, on arrive à rester entre 10 ou 15 ans de très haut niveau. On a des exemples fabuleux. Martina Navratilova qui gagne encore l'US Open en 2006. Ok, c'est en double mixte, c'est pas le plus prestigieux des tournois, mais enfin elle a 50 ans, elle gagne à 50 ans un tournoi du Grand Chelem. Et puis dans le foot, on pourrait citer Stanley Matthews, qui était le meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre dans les années 50 et qui a joué en national jusqu'à 50 ans et en équipe nationale jusqu'à 43 ans. Je crois que c'est un exemple unique. Allez, moi j'ai 50 ans, par exemple. Le conseil que vous me donneriez, c'est OK, pour la pratique dominicale, me faire plaisir, être avec des amis ou tout seul, si je fais du footing, c'est très bien. Mais me tuer la vie à faire des heures et des heures d'entraînement, ce n'est plus très raisonnable à mon âge. Non, je ne vous dirais pas ça. Non. Si vous le sentez, allez-y, faites au contraire, montez dans les tours de temps à autre. On a un peu trop tendance à se ménager avec le temps, alors que le corps, lui, a besoin qu'on le sollicite. Qu'on lui donne un petit coup de fouet. Tom Feignant, un conseil pour les sportifs amateurs qui nous regardent? Je suis parfaitement d'accord. Continuez à faire du sport et c'est plutôt le meilleur conseil qu'on puisse donner à tout le monde. Même si on se met un petit peu dans le rouge par moment. Il faut se mettre un petit peu dans le rouge de temps en temps. Il faut aussi savoir s'écouter et savoir prendre du repos, mais il faut se mettre dans le rouge de temps en temps. C'est important. Merci Tom Feignant, donc kiné notamment au centre sportif Mounier, c'est juste à côté du site de Saint-Luc. Gilles Goudgeber, rédacteur en chef de Zactopec Magazine, ça c'est pour la course à pied. Et Sport et Vie, ça c'est plutôt pour le sport et le rapport à la société, notamment à la médecine en général. Merci à tous les deux. Demain, dans Plus d'actu, on parlera de complètement autre chose. On sera dans l'économie, on parlera des entreprises en difficulté, notamment dans le secteur des restaurants et des cafés en région bruxelloise. On se posera la question de savoir si les mesures annoncées par le dernier conclave budgétaire du gouvernement fédéral, avec notamment l'extension des flexi-jobs, peuvent aider ou pas ces secteurs. Et on sera avec Mathieu Léonard, trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles, et Mathieu De Wevre de l'Union des classes moyennes. Et puis on se retrouve bien sûr demain matin dans notre matinale Bonjour Bruxelles de 7 à 9h. Passez une excellente soirée et à demain.